Dans la leçon précédente, nous avions vu que nous pouvons parler essentiellement de deux types de méthodes statistiques. Le premier type, on l'avait appelé statistique descriptive. Et le deuxième type, on l'avait appelé statistique inférentielle ou inductive. Cette leçon va s'insérer dans le premier type, à savoir les statistiques descriptives. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulé « Exploration des données ». Donc, les choses vont se limiter tout simplement à un dépouillement pour tirer le maximum d'informations à partir de ces données. Et donc, on va d'abord faire une petite introduction, puis nous intéresser au cas des données catégoriques, et par la suite, nous intéresser aux données numériques continues. Pour ce qui est des données numériques discrètes, on va voir qu'on peut les insérer avec le cas des données catégoriques. Introduction donc. Le but ici est de réorganiser les données, les regrouper et les présenter sous une forme simple en vue de mettre en valeur l'information contenue dans ces données à propos de la caractéristique étudiée. C'est exactement l'objectif qu'on s'est fixé dans le chapitre précédent concernant les statistiques descriptives. Cette présentation prendra la forme de tableaux ou de graphiques. La nature de ces tableaux et graphiques dépendra de celle des données selon qu'elles sont catégoriques, numériques, discrètes ou continues. D'ailleurs, le plan de cette leçon le prévoit. Commençons par les données catégoriques. Alors, rappelons d'abord que les données catégoriques sont des données où il n'y a pas de valeur numérique, mais plutôt des catégories. Et nous en avons donné pas mal d'exemples dans la leçon précédente, parler de sexe, de couleur des yeux, de groupe sanguin et ainsi de suite. Alors, pour ces données-là, on compte pour chaque catégorie possible le nombre d'observations lui appartenant. Ce nombre sera dit effectif associé à la catégorie ou aussi dit sa fréquence. Le rapport entre cet effectif, c'est-à-dire celui d'une catégorie, et le nombre total des observations est dit fréquence relative. Alors, prenons un exemple pour illustrer cette idée d'effectif et de fréquence. Alors, si nous lançons une pièce de monnaie 10 fois, et si nous nous intéressons au nombre de fois d'avoir pile, le nombre de possibilités, c'est 0, 1, 2, jusqu'à 10. Mais dans un certain nombre de lancers, on n'est pas obligé d'observer toutes ces valeurs. On va donc en observer quelques-unes et on n'est pas obligé d'observer une valeur uniquement une seule fois. Donc, le nombre de fois qu'on va observer cette valeur, on va le reporter et on va l'appeler effectif. Mais ce nombre divisé par 10, le nombre total d'observations, sera dit fréquence relative de cette valeur. Un tableau à 2 colonnes contenant les différentes catégories dans la première colonne et les fréquences relatives dans la deuxième est dit tableau de fréquences. On peut échanger les colonnes et les lignes. On n'est pas obligé d'avoir un tableau de colonnes. On peut, au lieu d'avoir un tableau de colonnes, avoir un tableau plutôt à 2 lignes. Et on l'appellera toujours tableau de fréquences. Un exemple. On a donc une série de données qui indique le groupe sanguin de 30 personnes. Alors, la première personne a pour groupe sanguin AB, O, B, A et ainsi de suite, jusqu'à la dernière personne qui a pour groupe sanguin A. Alors, ces données telles qu'elles se présentent ne nous disent pas grand-chose, donc il va falloir les présenter sous une forme un peu groupée pour qu'on puisse voir ce qu'ils disent.
Donc, je ne sais pas, on peut regarder un petit peu les fréquences de certains groupes sanguins, mais apparemment, rien n'est évident à partir de cette façon de présenter les choses. Alors, de la série de données, on voit que 10 personnes ont pour groupe sanguin B, et donc 10 est l'effectif ou fréquence de la catégorie B. La proportion 10 sur 30 est la fréquence relative de la catégorie B. Donc 10, c'est l'effectif total des gens qui ont la catégorie B, et 30, c'est le nombre total des individus qu'on a observés. On a donc le tableau de fréquence qui est première colonne, catégorie AB, A, B et O. La deuxième colonne représente les fréquences relatives 6 sur 30 pour AB, 9 sur 30 pour A et 10 sur 30 pour B. Et enfin, 5 sur 30 pour O. Nous voyons, d'après ce tableau, que les choses commencent à se clarifier davantage par rapport à la série de données qui était éparpillée, où il fallait faire un effort considérable pour faire la part des choses et comparer les catégories qui sont les plus fréquentes par rapport à celles qui sont les moins fréquentes. Donc, de ce tableau, on voit donc que dans cette série de données, la catégorie la plus fréquente est B et que la catégorie la moins fréquente est O, et c'était beaucoup plus facile de le repérer à partir de ce tableau que de le voir dans la série des 30 données mélangées. Les données numériques discrètes ont un tableau de fréquence similaire en remplaçant les différentes catégories par les différentes valeurs possibles de ces données. Alors, on a donc une certaine similitude entre les données catégoriques et les données numériques discrètes, puisque dans les deux cas, nous avons un nombre fini de possibilités, et donc, au lieu de considérer les catégories dans le cas des données catégoriques, on peut les remplacer tout simplement par les valeurs numériques discrètes de la caractéristique, et on fera le même tableau de fréquence. Nous passons maintenant à un autre type de représentation graphique appelé diagramme en bâtonnet. C'est une représentation graphique des fréquences dans le cas des données catégoriques et celui des données numériques discrètes, puisque nous venons de dire que pour les données numériques discrètes, les choses se présentent comme les données catégoriques. Alors, ici, on propose que sur un axe horizontal, on place les valeurs possibles ou les catégories dans un ordre croissant pour les valeurs possibles et quelconque pour les catégories, puisque en général, elles ne sont pas ordonnées. Alors, pour les derniers, c'est-à-dire les catégories à partir desquelles on dresse un segment vertical de hauteur, la fréquence correspondante. Donc, je reprends ceci pour dire que nous prenons un axe horizontal, nous plaçons sur cet axe les valeurs possibles quand on a des données numériques discrètes, ou bien même les catégories dans un ordre tout à fait quelconque. Puis, à partir de chaque point placé sur cet axe, on va dresser un segment vertical de hauteur, la fréquence correspondant à la répétition de cette valeur, donc la fréquence de cette valeur. Le diagramme en bâtonnet correspondant aux données des groupes sanguins est le suivant. Donc, pour ces données, on obtient ce diagramme. Voilà donc ce qu'on appelle un diagramme en bâtonnet. Ici, nous avions placé AB comme première valeur sur cet axe, suivi de A, B, puis O. C'est tout à fait facultatif. Nous pouvons commencer par O ou B ou A. Ça n'a aucune importance puisque les données sont catégoriques. Et correspondant à chaque point, A, B ou O, nous prenons une hauteur de 6, ici par exemple pour AB, qui correspond à la fréquence de la catégorie AB. Et de ce diagramme, nous voyons un petit peu les hauteurs qui nous indiquent la répartition des fréquences pour les différentes catégories. Remarque, quand le nombre de catégories est grand, il est plus facile de déceler, par exemple, la catégorie la plus fréquente du diagramme en bâtonnet que du tableau de fréquence. Parce que dans un tableau de fréquence, nous allons comparer des chiffres, mais comme ils sont très nombreux
la comparaison peut être un petit peu difficile, mais quand on dresse un diagramme en bâtonnet, il suffit de repérer tout de suite le bâtonnet qui est le plus haut pour reconnaître la catégorie qui est la plus fréquente ou repérer le segment ou le bâtonnet le plus bas pour repérer la catégorie la moins fréquente. Alors là, on va passer aux données numériques continues où le traitement est un petit peu différent par rapport à celui des données catégoriques ou des données numériques discrètes. Alors, pour commencer, nous allons introduire un exemple et le tableau suivant représente la durée de vie exprimée en heures de 150 ampoules électriques. Voilà donc les données. Les durées de vie sur la première ligne, et là on a choisi de prendre les deux lignes au lieu de deux colonnes, 192 heures, 194 jusqu'à 203, puis les effectifs, c'est le nombre d'ampoules qui ont atteint cette durée de vie, donc 7 pour 192, et ça va jusqu'à 11 pour 203. Vu l'arrondi en heures, la durée 198 par exemple, représente l'intervalle 197,5, 198,5, et donc sa fréquence est en fait celle de cet intervalle. Je vais revenir sur ceci pour l'expliquer davantage, puisque nous avons des ampoules et que la caractéristique d'intérêt c'est leur durée de vie, nous n'allons pas reporter ces durées de vie à la seconde près. Nous avions tout simplement décidé de ne retenir que le nombre d'heures. Et alors, quand on a deux ampoules auxquelles on a attribué 198, ça ne veut pas dire que leur durée de vie a été exactement 198 heures, mais il y a un arrondi. Il se peut qu'il y en ait une qui a été jusqu'à 197,5, donc 30 minutes, ou 198,5 minutes, et 5, donc 30 minutes, et les deux sont ramenés à 198, puisque nous avions choisi l'unité de temps comme étant l'heure, sans se préoccuper des minutes ni 10 secondes. Et alors, 198 représente plutôt 197,5 et 198,5, ça veut dire plus ou moins une demi-heure. Alors, dans la première ligne du tableau, les nombres doivent être remplacés par les intervalles correspondants. Donc, si on présente un tableau de fréquence avec le nombre d'heures sur la première ligne, ce nombre d'heures n'est en fait qu'un intervalle, comme on l'a déjà expliqué. Et alors, c'est plutôt des intervalles qu'on doit voir sur la première ligne et non pas des valeurs. Alors, la représentation graphique adaptée à ce genre de données consiste, encore une fois, à placer sur un axe horizontal les bornes de chaque intervalle obtenu. Et à partir de ces bornes, on dresse un rectangle de hauteur, la fréquence de cet intervalle. Donc, si pour des données catégoriques ou discrètes, on plaçait les valeurs sur un axe horizontal et on dresse un segment de longueur, la fréquence relative, ici plutôt, nous avons des intervalles et des deux bornes de chaque intervalle, on dresse deux segments de même hauteur, c'est-à-dire la fréquence de la classe, de l'intervalle, qui n'est plus la fréquence du point, et ces deux segments nous constituent un rectangle. L'ensemble des rectangles ainsi obtenus est appelé histogramme. Donc, pour les données relatives à la durée de vie, on a l'histogramme suivant. Voilà donc l'histogramme. Et alors, je profite de cet histogramme pour réexpliquer comment on l'a obtenu. Donc, là, à l'origine, c'est 192, mais en fait, elle va de 191,5 à 192,5. Et de ces deux bornes, on dresse deux segments de droite de hauteur 6, puisque là, on avait 6 comme fréquence, et ça nous constitue un rectangle. On fait la même chose pour les différentes valeurs. Si je reprends maintenant 198, c'est une valeur qui représente un intervalle plus ou moins une demi-heure, et de ce fait, 198 devient le centre de cet intervalle. Elle est complètement au milieu de cet intervalle, et la fréquence de 198, elle est reportée sur les deux côtés
pour constituer un rectangle. La juxtaposition de ce rectangle nous constitue tout simplement ce que nous appelons maintenant un histogramme. Et encore une fois, bien que maintenant, au lieu des bâtons qui n'avaient pratiquement pas d'épaisseur, maintenant nous avons des rectangles qui ont une surface, la hauteur nous donne une idée sur les valeurs ou encore les intervalles ou classes les plus fréquentes et les moins fréquentes. Donc nous voyons ici que parmi les ampoules que nous avions examinées, la plupart survivent pratiquement 199 heures et que 194, c'est la catégorie ou l'intervalle le moins fréquent. Donc, une vue d'ensemble nous permet de faire plutôt une comparaison que de regarder les tableaux, surtout quand il y en a plusieurs. Alors, je dois quand même rajouter quelque chose, c'est que rien n'empêche que si nous prenons un stock plus important d'ampoules et si nous les observons, nous ne trouvons pas des ampoules qui vont survivre au-delà de 203 heures. Et alors, valeurs 204, 205, 206 sont aussi des valeurs possibles. Mais quand elles ne sont pas représentées ici, ça veut dire tout simplement que la fréquence est nulle. On aurait pu prolonger cet axe, on peut le prolonger, mais comme il n'y a pas de rectangle, ça veut dire que la fréquence est nulle, donc il n'y a pas de rectangle. Mais puisqu'on s'est limité entre 192 et 203, ça ne veut pas dire que ce sont tout simplement les durées de vie possibles. Il peut y avoir moins, comme il peut y avoir plus. Alors, on peut aussi utiliser le polygone des fréquences, qui consiste à joindre les milieux des sommets des rectangles par des segments. Et on aura quelque chose qui est du genre, voilà. Si nous nous référons maintenant à l'histogramme, on peut voir qu'ici, on avait un rectangle. Mais ce point-là, c'est en fait le milieu du segment au sommet de ce rectangle. Ce point-là, c'est aussi le milieu du segment au sommet du rectangle correspondant à 193,5, 194,5. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en joignant ces points par une ligne polygonale, on a quelque chose qui représente la même chose que les rectangles de tout à l'heure, parce qu'après tout, ce qui nous intéresse, c'est les hauteurs de ce rectangle qui traduisent les effectifs des valeurs ou des intervalles qu'elles représentent. Là, des fois, on peut utiliser une subdivision de l'intervalle des valeurs possibles en sous-intervalles de longueur inégale. Ça demande une petite explication supplémentaire. Tout à l'heure, les intervalles de longueur 1, en fait, dont les valeurs qu'on avait vues étaient le milieu, étaient obtenus de manière naturelle, parce qu'on les a obtenus à partir d'un arrondi. Puisqu'on a décidé de ramener tout à l'heure, donc à une demi-heure près d'un côté ou de l'autre, nous nous sommes trouvés avec des intervalles d'égale longueur de manière tout à fait naturelle. Mais dans d'autres situations, on n'est pas obligé d'avoir des intervalles de même longueur. Par exemple, je peux m'intéresser à la ventilation des salaires d'une certaine catégorie socio-professionnelle. Et dans la subdivision, je ne suis pas obligé de prendre des intervalles de même longueur parce que dans certains intervalles, je risque de ne trouver personne à l'avance. Ce qui fait que je ferai quelques regroupements et du coup, je me retrouve avec des intervalles qui ont des distances ou des longueurs inégales. Alors, dans ce cas, une modification des hauteurs des rectangles dans l'histogramme va s'imposer. Donc, dans la construction de l'histogramme, on doit revoir la façon de prendre la hauteur, tenant compte du fait que les largeurs des rectangles ne sont plus égales comme avant, mais elles peuvent être inégales. Alors, dans ce cas-là, les hauteurs sont choisies de telle sorte que les surfaces et non les hauteurs comme auparavant des rectangles soient proportionnelles aux fréquences correspondantes. Donc, je prends des intervalles
Tout à l'heure, ils avaient une longueur égale. On a tout simplement reporté sur la hauteur la fréquence de la valeur centrale de l'intervalle qui représente aussi l'intervalle et on a construit les rectangles. Maintenant, ce n'est plus le cas. Si nous avons un intervalle d'une certaine longueur et si on a reporté une hauteur égale à la fréquence, un intervalle d'une longueur double, nous n'allons pas reporter la fréquence correspondante comme hauteur. Nous allons la diviser par 2 puisque la largeur est multipliée par 2. Et globalement, nous retrouvons la surface, elle, au lieu de la hauteur, qui est proportionnelle à la fréquence relative. Pour ce qui est de la subdivision d'intervalles d'égale longueur, cette propriété est déjà vérifiée. Et pourquoi? Parce que du fait que tous les rectangles avaient à la base des intervalles qui ont la même longueur, du moment qu'on a des hauteurs qui sont proportionnelles à la fréquence, la surface est automatiquement proportionnelle à la surface. Donc, c'était un cas particulier de celui-là, et donc on pouvait dans ce cas-là prendre les hauteurs proportionnelles à la surface. Mais dans le cas où les intervalles sont de longueur inégale, il faut tenir compte de ceci et l'introduire dans le choix de la hauteur du rectangle pour que finalement, c'est plutôt la surface. Maintenant, la hauteur de chaque rectangle reste l'indicateur à prendre pour juger la répartition des données dans l'ensemble des valeurs possibles. Donc, on voit bien que malgré la modification de cette hauteur, elle reste l'indicateur qui nous servira de voir comment les données observées sont réparties parmi l'ensemble des valeurs possibles. Un exemple supplémentaire pour mieux comprendre cette nouvelle situation où l'ensemble des rectangles n'ont pas la même longueur. Alors, exemple, dans une grande population de salariés, on prend 2000 individus et on note leur salaire, puis on regroupe ces salaires par tranches et on obtient le tableau suivant. Voilà donc le tableau. Les tranches, la première, elle va de 500 à 1000, la deuxième de 1000 à 2000, la troisième de 2000 à 5000, puis la dernière, c'est au-delà de 5000. Donc dans la première tranche, nous avons 280 individus, dans la deuxième, 410, dans la troisième, 650 et dans la dernière, 670. Alors, ce qu'on constate dans ce tableau, c'est que l'effectif est croissant avec les tranches de salaire. Et ça pourrait donner l'impression que plus le salaire est élevé, plus on a de salariés dans cette tranche. Ce qui est vrai, mais il y a une petite nuance qu'on va évoquer plus tard. Alors, d'après ce tableau, on constate déjà que la tranche la plus fréquente est celle de plus de 5000 et la tranche la moins fréquente est celle entre 500 et 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tranche la plus fréquente, c'est la tranche la plus élevée et la tranche la moins fréquente, c'est la tranche la moins élevée. Donc, les choses se présentent comme si ces salariés sont bien payés. Parce que plus on monte dans les tranches, plus on a d'individus dans cette tranche. Alors, si maintenant on examine le tableau suivant et les tranches sont modifiées pour que la première reste entre 500 et 1000, la deuxième entre 1000 et 2000, la troisième 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, 5000, puis au-delà de 5000. Les effectifs deviennent 280, comme avant, puisqu'on a gardé la même tranche, 410, même tranche, 350 dans la troisième tranche, 250, 70 et 670 dans cette tranche qui n'a pas été modifiée. Alors, comment on a obtenu ce tableau? Ce tableau, il est obtenu tout simplement en subdivisant la troisième tranche en 3 nouvelles tranches plus petites, de longueur 1000. Et finalement, le cumul de ces 3 tranches qui apparaissaient trop élevées
dans le tableau précédent, ici devient beaucoup plus petit que cette tranche et celle-ci. Ce qui fait que la conclusion qui semblait être naturelle dans le tableau précédent est remise en cause. Donc on se rend compte que les choses ne sont pas ce qu'on a dit. Ça veut dire que finalement, ces salariés ne sont pas si bien payés comme on pouvait le croire. Alors, si maintenant on revient et on examine la longueur des tranches, on se rend compte que la première, elle est de longueur 500. Les autres, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième, sont de longueur 1000, alors que la dernière semble être illimitée. Ceci n'est pas naturel parce qu'après tout, les salaires ne vont pas jusqu'à l'infini, ils sont majorés par un salaire supérieur, ce qui fait que cette tranche a une limite, bien qu'on n'en a pas mis une. Et alors, la tranche standard serait la première, qui est de longueur 500, et que même si on a ici 410, en fait, cette tranche est 2 fois celle-là. Et donc, le 410, qui semble être plus élevé que 280, peut ne pas l'être en réalité si on continue à subdiviser davantage cette classe pour rendre toutes les classes de même longueur, comme on l'a fait au début pour la durée de vie des ampoules. Donc, la modification que nous avions proposée tout à l'heure était pertinente pour tenir compte de cette irrégularité qui peut nous mener en erreur. Alors, conclusion pour cet exemple, c'est qu'en tenant compte de la largeur des tranches, c'est en fait la plus faible tranche, 500 000, qui semble être la plus importante. Et donc, dans l'éventail des salariés, c'est plutôt les salaires les plus bas qui semblent être les plus fréquents. Alors, dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on s'est limité à représenter graphiquement des données unidimensionnelles. Seulement, cette représentation graphique peut être aussi généralisée à des données bidimensionnelles, par exemple, comme on va le voir. Alors, les représentations graphiques peuvent aussi servir pour comparer deux séries de données. Exemple, deux marques d'ampoules. Au lieu de s'y limiter à une seule marque, comme on l'avait fait déjà dans un exemple, on peut maintenant comparer deux marques d'ampoules. Même chose pour les populations catégoriques. Là, nous allons nous intéresser à deux populations et la caractéristique de comparaison serait les couleurs des yeux de cette population. Alors, pour cela, voilà ce que nous allons faire. Nous allons tout simplement commencer par le deuxième exemple. Placer les couleurs des yeux dans un ordre complètement quelconque sur cet axe. Je vais commencer par bleu, par exemple, et finir par noir. Et je vais reporter les effectifs sur ces segments. Ceci pour la première population. Je peux déjà regarder ce que j'obtiens pour voir que la couleur des yeux la plus fréquente dans la première population, c'est celle-ci. Appelons-la marron. Et qu'on peut voir que les couleurs les moins fréquentes sont le bleu et le noir. Ça, c'est à peu près ce que nous avions déjà fait avant. Maintenant, si nous voulons regarder la deuxième population, au lieu de faire un diagramme en bâtonnets séparés, on préfère le mettre sur le même diagramme qui nous permettra non seulement de comparer les couleurs des yeux pour cette deuxième population, mais aussi de faire une comparaison entre les deux populations. Et donc, voilà ce que nous allons faire. Donc, pour la deuxième population, ça c'est les bleus, les marrons, les noirs et d'autres couleurs qu'on peut supposer existantes dans cette population. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, contrairement
à la première population, les couleurs des yeux les plus fréquentes sont le bleu et le noir. Ça, c'est la première conclusion qu'on peut faire à partir de cette comparaison simultanée. Mais si on veut se limiter uniquement à la deuxième population, on voit que ces deux couleurs sont les couleurs dominantes dans cette population. Pour que cette comparaison ait un sens, il faudrait quand même qu'on prenne les mêmes effectifs dans le premier groupe et dans la première population et le deuxième groupe. Parce que sinon, si on prend 2 fois l'effectif, et si on voit ici que c'est 1 fois et demi plus lent, ben, ça ne veut rien dire parce que tout simplement, les effectifs ont été gonflés et donc la comparaison n'est plus de sens. Alors pour que cette comparaison ait un sens, il faudrait prendre exactement les mêmes effectifs pour que lorsqu'on a un bâtonnet qui est assez lent ici, ben, c'est au détriment d'un autre qui est quelque part. Et donc la comparaison a véritablement un sens. Ceci pour une population catégorique qui pourrait être aussi une population continue mais discrète, puisque nous avions déjà vu que le diagramme en bâtonnet, c'est en fait une représentation graphique qui peut représenter à la fois des données catégoriques et des données numériques discrètes. Pour le deuxième exemple, ou plutôt le premier, où on a 2 marques d'ampoules, les données sont numériques et continues. Et donc, la représentation graphique pour chaque série de données appropriées, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est un histogramme. Donc, je vais faire à peu près la même chose pour cette population. Et alors, je prends un axe. Sur cet axe-là, je vais subdiviser les classes qui vont être d'intérêt ou qui peuvent ressortir naturellement d'après l'arrondi tel qu'on l'avait expliqué auparavant. Commencez par représenter le premier groupe. Ce qui fait que, encore une fois, nous pouvons déjà faire une lecture de cet histogramme pour voir que, grosso modo, la classe la plus fréquente, c'est celle du milieu si on avait pris les mêmes largeurs. Mais comme ici, on se propose de ne pas rester collé à cette hypothèse, nous pouvons prendre des largeurs différentes et donc il faudrait plutôt regarder les surfaces qui expliquent les fréquences. Alors, maintenant, si nous voulons représenter la deuxième série de données, nous pouvons la mettre sur un histogramme à part et l'examiner. Seulement, cette examination reste propre à cette série de données et il ne permettrait pas de faire une comparaison rapide entre les 2 séries de données. Donc, nous proposons de la faire sur le même histogramme. Et donc, avec les mêmes classes, on va dessiner des rectangles il ne faut pas faire attention à la hauteur de ces rectangles parce qu'ils sont superposés sur les autres. Ce qui va compter, encore une fois, c'est toujours les surfaces de ces rectangles et non pas leur hauteur. Maintenant, puisque chaque rectangle superposé sur un autre, ils ont la même largeur, la comparaison de surface se fera par les longueurs des rectangles. Et donc, il semble que pour la première classe, ce rectangle-là est plus grand que celui-là, ce qui fait que pour la tranche ou pour la classe la plus basse, c'est ici qu'on a le plus de fréquences. Ici, par exemple, on a moins de fréquences ici que là. Même remarque que dans ce diagramme, cette comparaison, si nous voulons, si vous voulez qu'elle soit faite entre les 2 rectangles, il faudrait encore une fois partir du même effectif. Et donc, si vous avez un rectangle qui est grand quelque part, il sera, si vous voulez, au détriment des autres. Et ceci,
tout simplement parce que la somme des fréquences, elle est égale à 1. Et comme les surfaces sont proportionnelles aux fréquences, la somme des surfaces noires, elle est égale à la somme des surfaces rouges. Ce qui fait que lorsque un rectangle, comme je l'avais déjà dit, est grand par rapport à un autre, est grand, c'est que finalement il a pris un peu de surface sur un autre, et donc la comparaison se fait de la manière la plus naturelle possible. Donc, avant de terminer cette leçon, je vais m'arrêter quelques minutes ou quelques secondes pour faire un petit peu le point sur ce que nous avions fait essentiellement dans ce chapitre. Alors, l'essentiel ici, c'est de prendre une série de données et de la représenter de telle sorte qu'on la fasse parler, si l'on veut. C'est-à-dire lui faire dire ce qu'elle dit, mais de manière la plus claire possible. Alors pour cela, nous commençons par dresser un tableau de fréquences qui est le même, que ce soit dans le cas catégorique ou dans le cas numérique continu, sauf que dans le cas catégorique, nous avons les valeurs et dans le cas numérique continu, nous avons les classes ou les intervalles. Pour les données catégoriques, nous nous sommes proposés de le représenter par un diagramme en bâtonnet qui est tout à fait approprié ici parce que nous avons des nombres comme valeurs et que finalement les bâtonnets représentent les fréquences de chaque nombre et ça nous permettra de voir les bâtonnets les plus élevés et les bâtonnets les plus bas. Pour les données continues, cette représentation graphique n'est pas appropriée tout simplement parce que généralement on ne prend pas des classes ou des rectangles de même longueur. Et donc, finalement, les hauteurs ne reflètent pas les fréquences. Ce sont plutôt les surfaces qui reflètent les fréquences, comme on l'a vu que ce soit dans l'exemple unidimensionnel ou dans l'exemple bidimensionnel que nous venons de voir. Une autre représentation graphique sur laquelle je ne me suis pas attardé très longtemps, c'est la représentation à travers un polygone. Celle-là, elle est très utile pour ce que nous allons faire dans la suite, parce que non seulement il nous dégage, si vous voulez, les fréquences de chaque valeur ou de chaque intervalle, mais il nous dégage une courbe qui nous sera plus utile dans la suite. De toutes les façons, nous n'avons pas fait, si vous voulez, un parcours exhaustif de toutes les représentations graphiques possibles. Il y en a énormément d'autres, mais comme le temps ne le permet pas, et nous avions, si vous voulez, présenté l'essentiel. Mais je ne terminerai pas ici sans dire qu'il y a une représentation graphique assez intéressante qui s'appelle diagramme en boîte et qui permettra de déceler certaines erreurs éventuellement dans le report des chiffres. Des fois, quand on veut analyser des données, il se peut qu'on ait un 20, mais en l'écrivant, on écrit un 200 ou un 2, ce qui fait que finalement le travail se fait avec ce chiffre, mais il y a moyen tout de même de déceler cette erreur qui nous permettra de revenir à nos données, de la repérer et de corriger. Donc, c'est assez utile, mais de toutes les façons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas être exhaustifs. Heureusement pour nous qu'aujourd'hui, les analyses ne se font pas à la main. Il y a des logiciels qui nous permettent ça. Il suffit tout simplement de connaître qu'est-ce que fait chacune des méthodes et que finalement, on obtient tout. Et l'objectif, c'est tout simplement de comprendre à quoi sert une représentation graphique et comment on peut la lire, comment on peut comprendre ce qu'il nous dit. Donc, pour finir, si vous avez des questions ou si vous avez des éclaircissements à demander,
ou si vous avez besoin d'exercices, vous pouvez toujours contacter le site web Netuno et pour ça, il suffit de cliquer sur Mednetu et merci.